Good morning, welcome, bienvenue to a wonderful conference talk on Tanguy Colombel's La Saint Tous-Là. He'll be here to talk about his new novel. So my name's Renee Ketchum, and I head up cultural offerings for the AFUSA network, where we learn French, live French, and love French at the Alliance Française. So just stay tuned for we have some great events coming up, which you can see right here. Laure de Rivière has a great book that we're going to be talking about, and we'll be cooking with Alain Lenôtre and talking about some other great books as well. So just a couple of logistics that we go over every time. Please stay on mute during the presentation, stay on speaker view, and all questions should go in the chat. We don't want raising hands, and we'll monitor the chat at the end. If for any reason you have technical issues, just sign back in using the original Zoom link. Please note that the event is being recorded for our YouTube channel, and the total runtime will be 1 hour. So welcome, bienvenue to Tanguy Colombel, who's going to talk about his book today. Tanguy is a native of France. He is an actor and singer who appeared in various plays and musicals like Jacques Brel is Alive and Les Liaisons Dangereuses at Palm Beach Drama Works in Florida. He's been touring around America and the world, Korea and Japan, to reveal what French cabaret is really about in his own show, Pardon My French. So it's my honor to introduce, welcome Tanguy, and we can't wait to hear about your book. Merci beaucoup, merci beaucoup. J'espère que vous allez tous bien. Je ne vous vois pas tous. So we are going to do the meeting in English and in French. I see. Je vois des têtes connues. Je vois Béatrice. Bonjour Béatrice, comment vas-tu? Donc, so the meeting is going to be in English and in French. If you want an English answer, you have to ask the question in English. And si vous voulez une réponse en français, vous posez votre question en français. Voilà. Donc voilà, je m'appelle Tanguy Colombel. Je suis acteur et chanteur et maintenant auteur aux États-Unis depuis 20 ans maintenant. Et je viens d'écrire donc mon premier livre qui s'appelle La Saint Tous-Là. Et c'est une autobiographie romancée. Elle concerne ma vie en France dans les années 80, ma vie et celle de ma famille surtout. Et donc, c'est une histoire assez prenante, assez triste, mais elle a été traitée avec beaucoup d'humour, beaucoup de drôlerie. Et d'ailleurs, quelles sont les personnes qui ont lu le livre? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont lu le livre? Qui fassent un signe. Is there anybody who read the book? Part of it. OK. Donc oui, c'est traité avec beaucoup d'humour, et donc si vous l'avez lu ou si vous voulez le lire, le livre, vous ne serez pas déçus. C'est un livre divertissant, amusant, et vous en aurez pour votre argent. Voilà. Donc, tenez, justement, Mélissa a rajouté les liens. You can see the links to buy the book. So you have one link on Amazon, and you have one link on a local library in Miami. So it's up to you. Vous pouvez l'acheter sur Amazon ou par le biais d'une librairie. Ce sera à vous de choisir. Donc, ce qu'on va faire, chers amis, c'est que on peut commencer par lire un extrait du livre, et ça pourra peut-être lancer le débat. So I'm going to read a small section of the book, and after that we can start talking and debating about the book, about my life, about my career. Donc on pourra parler de ma vie, de ma carrière, de ma petite carrière, de ce genre de choses. Et donc n'hésitez pas, posez toutes les questions que vous voulez. Il n'y a pas de limite, okay? So nothing is off limit. You can ask any questions you want. I'll be glad to answer those questions and talk about the book, about my career, anything, okay? So I'm going to make a small resume of the book. Je vais faire un petit résumé du livre.
in English and in French. This way, you'll know what I'm talking about, okay? So in English first, the book is about my childhood in the 80s in Brittany. Brittany, it's west of France. It's a very, I'm from a very small town called Loudéac. And in the 80s, and actually in 81, my father became unemployed. So the book starts with that and ends with the Christian communion of my sister. So you have about 6 months between the beginning of the book and the end of the book. And the story is about how a family deal with unemployment, with no money, when that family has to plan a big, big meal for my sister's communion. So we have to show lots of resourcefulness. Okay, the whole family has to show lots of this to deal with unemployment and I'd say poverty and a very strange family situation because my sister was handicapped. So it was a very tough time for the whole family, but, and you'll see it reading the book, you'll realize that with love, with communion, with your resourcefulness, again, you can deal with anything and you can, survive anything, okay? And the section that I'm going to read is about my father bringing me to frog hunting. Because you know that frog legs are a delicacy in France, and my father decided to fish frogs, to serve frog legs as an appetizer for the big meal for my sister's communion. Okay, so that's what the section is about. Now in French. En français. Donc, le livre commence avec mon père qui tombe au chômage. Et 6 mois plus tard, nous avons, la communion de ma sœur que nous devons célébrer. Et je ne sais pas si vous le savez, mais les Français, quand ils célèbrent la communion de quelqu'un, ils doivent inviter toute la famille. Mais comment fait-on pour organiser un grand repas quand on n'a plus d'argent? Donc, tout le livre parle de ça, de comment une famille qui n'a pas le sou, mais qui est plein d'amour, une famille qui est pleine de ressources et qui fait surtout appel beaucoup au système D, comment cette famille-là fait pour organiser un repas de communion qui en vaille la peine. Donc, c'est un peu tout le déroulé du livre. Et l'extrait que je vais vous lire, c'est mon père qui m'amène à la pêche à la grenouille. Comme vous le savez, en France, les cuisses de grenouille, c'est un mets raffiné, n'est-ce pas? Et mon père décide, puisqu'on n'a pas d'argent, d'aller pêcher des grenouilles pour servir des cuisses de grenouille en entrée au repas de communion de ma sœur. Voilà. You have the big picture. Now, let's read that section of the book, and then we can start talking about it if you want, of course. Just for you to know, my father, his name is Maurice. Okay, le nom de mon père, c'est Maurice. So, he comes to school to pick me up and brings some fishing rods, okay? Et puis un soir, où les températures s'étaient adoucies, à la sortie des élèves, je l'aperçus qui me guettait avec des cannes. By the way, it's page 108 for those who want to read the book with me. 108. C'est à la page 108 pour ceux qui veulent lire le livre avec moi. Going back to the sentence I was reading. Et puis un soir, où les températures s'étaient adoucies, à la sortie des élèves, je l'aperçus qui me guettait avec des cannes. Nous allons où avec ça? À la pêche à la grenouille. Qu'est-ce qui clochait chez lui? Déjà qu'il nous forçait à avaler son poisson de rivière qu'il adorait enjôler pendant que sa progéniture s'ennuyait à mourir au bord du canal de Nantes à Brest,
ou de la rigole d'Hilverne, désormais, il faudrait qu'on asticote l'amphibien. Pourquoi? Le manger? Pas tout entier, me rassura-t-il, que les pattes arrière. Tu sais, sur les cartes des restaurants étoilés, c'est un mets raffiné. Le seul établissement respectable à l'Odéac et dans lequel un serveur ganté aurait pu servir de tels plats s'appelait La Belle Époque. Une pizzeria sympathique qui a d'ailleurs fermé ses portes depuis. J'avais beau me torturer la tête pour l'avoir fréquenté à de rares occasions, je ne me souvenais pas d'avoir lu sur leur menu spaghetti à la Reina Esculenta. Reina Esculenta, it means frog in Latin. Je m'en remis tout de même à lui. Que voulez-vous? À cet âge-là, ce que parent dit est parole d'évangile. Nous nous arrêtâmes devant une mare où, en effet, les coassements indiquaient la présence de ces êtres gluants. Maurice, plutôt habile quant au ferrage de l'anguille, mais profane en matière de batracien, lança sa première ligne au bout de laquelle pendait un ver de terre empalé sur un gros hameçon. La réaction ne tarda pas. La rainette n'étant pas particulièrement douée d'intelligence et peu habituée à être dérangée au fin fond de la Bretagne, elle se rua sur le lombric. Malgré l'aspect répugnant du hobby, je crois que c'est inhérent à l'humain. L'enthousiasme explose dès que ça mord. Nous voilà poussant des cris euphoriques en admirant notre prise se balancer dans les airs. Mais la liesse passée, il fallut maîtriser l'animal. Conseil à ceux que l'expérience intéresserait, la bestiole possède une détente prodigieuse. Et à peine l'avions-nous posée sur l'herbe qu'elle se carapata, entraînant avec elle au fond de la barbotière canne et fil de nylon. De justesse, mon cadien du bayou la rattrapa. La proie ne s'avoua pourtant pas vaincue et au prix de sa survie, se débattit et bondit en tous sens. Elle nous ridiculisait à chaque évasion. Quand bien même les déconvenus s'enchaînaient, nous pouffions sitôt qu'elle nous glissait entre les doigts. Le duo ressemblait à Tom Sawyer et Huckleberry Finn en plein milieu des marais du Missouri. Aucun ne se hasardait à la saisir par méconnaissance, voire peur de la bête. En définitive, l'adulte la neutralisa et assuma la lourde tâche de lui retirer le leurre. En cette fin de journée, les pêcheurs en formation n'en accrochèrent pas d'autres, ses consoeurs s'étant enfuis vers des plans moins d'eau, moins agités. Quelle importance! Nous avions vécu un moment de franche rigolade. Sans mot dire, nous nous doutions que ce n'était que partie remise et que nous reviendrions mieux préparés cette fois. Ça ne rata pas. Le lendemain, à 16h30, il piaffait près de la grille, pourvu d'une audacieuse technique. En lieu et place de l'appât, Maurice avait équipé les lignes d'un morceau de tissu rouge et avait dégoté une épuisette. Il suffisait de remuer le bout d'étoffe à la surface de l'eau. La grenouille, attirée par la couleur, se jetait dessus et lâchait rarement. Là, la freloche entrait en action. Freloche, ça veut dire épuisette. L'épuisette rentrait en action. Puis direction le sac poubelle en plastique. Après plusieurs équipées consécutives, nous prîmes le pli et devînmes des as de la rainette. Nous en capturions par dizaines et les ramenions à la maison où l'étape de la mise à mort les attendait. Autant les choper étaient dans mes cordes, les tuer était une autre histoire. À l'instar des portées de chiens et chats qui disparaissaient au passage éclair de Papum et de sa bouteille d'éther, je préférais, alors que je savais ce qui se tramait, faire l'autruche et confier l'opération aux grands. Il ne reste pas moins que le congélateur se remplissait régulièrement de sachets de cuisses, en conséquence de quoi j'osais la question.
qu'allons-nous en faire? Et mon père de me regarder avec une superbe que je ne lui oublierai jamais et de me répondre, ta sœur aura un menu d'exception pour sa communion solennelle. Comme à la belle époque? Oh, mieux qu'à la belle époque, fiston. Voilà, c'était un extrait de la Saint-Tousla. It was a section from la Saint-Tousla about frog hunting. You have to understand that the whole book takes place in the countryside. So we weren't living in a big city at the time. We were living in a very small city, and we were very connected to nature. So we would go out, go fishing, go hunt, not hunting, but go trekking and that kind of stuff. So it was a childhood very very green and very countryside. Voilà. Donc c'était une enfance dans la campagne. Dans la campagne, donc on allait pêcher, on sortait dans la forêt, on avait beaucoup de sorties en plein air. Voilà. Okay, so René, is there any question yet? So Tanguy, not yet, but I have a question. Go ahead. Why the title, Le Saint-Tousla? Ah, la Saint-Tousla. Okay, so I'm going to answer in French and in English for you to understand, for you all to understand. La Saint-Tousla, in English first. As you know, in the French calendar, every day we celebrate a different saint. It could be Saint Patrick, Saint John. There is one Saint Tanguy, by the way. It's on November the 19th, by the way. So I have a saint. So, but there is no celebration for the day everybody's home. So my mother decided to invent a day to celebrate the fact that we are all in the house. So she named it La Saint-Tousla, the day we celebrate the fact that everybody is here. Tous means everybody, la means there. So everybody's home. And the whole book is about a celebration of the family. My family was poor, but my family was so united and full of love. And we had to celebrate that day, the day that everybody's home. It could be every day in the week. It could be Monday, Tuesday, Wednesday. It could be, usually it was on Sundays and Saturdays. But it could be, and we had variations, because anytime someone else was invited, it was La Saint-Tousla +1, or La Saint-Tousla -2 when two of them were, out of town, for instance. So every day, every meal was an occasion to celebrate the fact that we were united. Donc en français, vous savez que dans le calendrier français, on célèbre un saint tous les jours. Saint Patrick, Saint Jean, Saint Tanguy, par exemple, le 19 novembre, c'est la Saint Tanguy. Mais il n'y a pas de jour pour célébrer le fait que tout le monde est à la maison. Donc ma maman a décidé d'inventer une fête spéciale, notre fête à nous, pour célébrer le fait que tout le monde est à la maison, le fait que tout le monde est là. Et elle a appelé ça la Saint-Tousla. D'où le titre de mon livre, parce que, comment dirais-je, tout le monde était, tout le bouquin célèbre la famille, célèbre notre vie ensemble, notre amour, etc. Et vous verrez, notre famille, elle était un peu folle, mais c'est de la douce folie, une gentille folie. Et grâce à cette folie, on a pu vaincre toutes les épreuves. Alors, merci Tanguy pour la description. Alors, nous avons une question dans le chat, une question de Gail Walter, to everyone. Est-ce que la Bretagne a changé beaucoup depuis votre enfance et comment? Ah, j'étais en Bretagne il y a encore quelques jours. J'étais avec ma famille et je suis allé signer les livres pour les lecteurs bretons.
J'ai rencontré Béatrice, qui peut faire un coucou si elle... qui est la première qui a acheté mon livre en Bretagne et qui peut-être qui a plus cru en moi que moi, qui a plus cru dans le livre que moi-même, pour vous dire. Donc la Bretagne, elle change, évidemment. Mais moi, je pense qu'elle change en bien parce qu'il y a un retour aux sources. Les Bretons n'ont jamais été aussi fiers de leur culture. Et donc, ils défendent leur culture, ils défendent leur agriculture. Ils se tournent de plus en plus vers l'agriculture biologique, de plus en plus vers les circuits courts, c'est-à-dire qu'on produit la marchandise dans une ville et on la vend dans la ville. Donc, ils deviennent, je ne sais pas si vous comprenez le mot, éco-conscients, c'est-à-dire conscients de l'écologie. Donc, et puis, en plus, vous avez vu comme il fait très chaud en ce moment. Il fait très, très chaud, que ce soit en France ou aux États-Unis. Et donc, en ce moment, le meilleur endroit pour vivre en France, c'est la Bretagne, parce que c'est là où il fait le moins chaud, enfin, entre guillemets, parce qu'il fait quand même très, très chaud. Et donc, il y a beaucoup de gens qui ont quitté, comment dirais-je, mais je vois que j'ai ma famille ici, ils sont en train de dormir ou pas? Je vois la famille Ligondet, là. Salut tout le monde. Excusez-moi, private joke, not private joke. Mais... Donc, vraiment, après le Covid, il y a beaucoup de gens qui ont quitté la région parisienne et qui sont venus s'installer en Bretagne. Donc, je dirais que la Bretagne évolue. Moi, je trouve qu'elle évolue bien. Et parce que elle grandit, elle s'industrialise, mais elle reste fidèle à ses valeurs. Et pour moi, qui ai signé 70 livres en Bretagne, j'ai rencontré donc plusieurs dizaines de personnes et j'ai trouvé que les Bretons étaient toujours aussi ouverts d'esprit, etc. Donc oui, la Bretagne change, mais en bien. Voilà. Merci. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement, autobiographie romancée? Ah, ok. Autobiographie romancée, c'est une facilité de ma part. L'histoire est vraie, mais il y a quelques personnages dans le livre que j'égratigne un petit peu. Pascal ne me contredira pas. Donc, quelques petits personnages qui ont vraiment existé et qui sont un peu les méchants de l'histoire. Donc, j'ai préféré changer certains noms pour ne pas blesser les personnes en question, pour éviter le procès. Okay, so maybe I can say it in English, René, if you allow me. Yes. Okay, autobiographie romancée. In English, it would be what? No, how would you say that in English, by the way, René? Romantic autobiography? Okay, it's an autobiography, but I changed a few things, a few names, a few streets, and everything, because I didn't want to get sued. No, because there are a few characters in the book that I don't really like, and I say it out loud in the book, and I don't want them to feel. I'm pretty sure they know who they are, but just in case, it's kind of simple. if you know the family, you know who they are. But I didn't want to how would I say, blesser those people when they sorry. Yeah. I didn't want to hurt them. Yeah. Thank you. So them or their family, their kids and everything. Yeah, that's the way. That's the reason I said autobiographie romancée. But guys, the whole book is true. The whole story is true. Toute l'histoire est vraie. But the names have been changed to protect the innocent. Voilà, to protect and also the name of the street. Where my house is.
I changed it. And by the way, if you want to know the real name of the street, you have to Google it. You have to Google the name of the street, and it's like a jeu de piste. It's like it's a game. It's a game. You know, you might find the name of the street by looking, by typing the name of the street on Google. But okay. A little bit of a scavenger hunt, maybe. Exactement. So another question, we need some more from the group, but I have a couple here that, so why did you write this novel? What was a triggering event in your life that you know, made you write this? I guess we all had the same trigger event. I mean, to do something that you never do, and it's called pandemic. Like everybody else, I know that in Florida, we weren't blocked that much, maybe 3 weeks, you know, maybe a month, but that was it. And during that, you know, moment, I had to do something. I was stuck at home like everybody else. So I decided to start reading a book. In my wildest dreams, I was like, you know, someone is going to write a book about my life. It's so amazing, so great. So I was thinking that maybe I would find the money to pay someone to write the book. And because I was like, you know, I'm not capable of doing it. I'm just an actor, a singer. I'm not a writer. And during that moment, stuck at home, I started writing 1 line, and then 2, and then 10, and then a few paragraphs. And after a while, you're like, oh my God, you know, I'm not a writer, but I can do it. I can do it myself. So let's say that during those 3 weeks, I wrote the canvas, the whole, you know, story. And after that, it took me a year and a half to finalize it, to correct it and everything. So let's say in 2 years, I wrote the book. But the triggering event was the pandemic, that's for sure. You know, as an actor, as an artist, you have to express yourself. If you can do it when you're stuck at home, you're like you're dying slowly. So at some point, you have to do something, and that was actually the way I started it. So en français, pour ceux qui ne parlent pas anglais, l'élément déclencheur, ça a été la pandémie. Il fallait que je m'occupe les neurones parce que rester 3 semaines à la maison à rien faire, je me serais tiré une balle dans la tête. Donc, parce que je pense que n'importe quel artiste qui se respecte a besoin de s'exprimer, et s'il ne peut pas le faire, il s'ennuie à mourir. Donc j'ai commencé à écrire le bouquin pendant les 3 semaines où on a été confinés, nous, en Floride. Et je ne pensais pas pouvoir le faire, quoi, parce que je l'expliquais en anglais, dans mes rêves les plus fous, j'aurais tellement aimé avoir de l'argent pour payer un prête-plume, parce qu'on ne dit plus un nègre, les enfants, c'est très pas joli, on dit un prête-plume pour écrire le livre. Et ça, c'était dans mes rêves les plus fous. Et puis finalement, pendant la pandémie, j'ai commencé à écrire 1 ligne, puis 2, puis 10. Et puis je me suis rendu compte que j'étais capable de le faire tout seul, sans argent et sans prête-plume. Et donc, il m'a fallu donc 3 semaines pour écrire à peu près la totalité du truc. Et ensuite, il m'a fallu à peu près 1 an et demi pour corriger, refaire, réécrire, etc. Et en faire une histoire drôle. D'ailleurs, je vous raconte une anecdote. La première version était épouvantablement triste. Quelqu'un qui l'aurait lu se serait coupé les veines. Mais vraiment, quoi. C'était larmoyant, triste. Et donc, en relisant le truc, je me dis, ça fait peut-être un petit peu trop la petite maison dans la prairie quand même, quoi. Faudrait peut-être rajouter quelques petites anecdotes drôles. Donc, j'ai tout réécrit en rajoutant de l'humour, en rajoutant des anecdotes drôles, et pour en faire un livre de l'été, quoi. Un livre qu'on a envie de lire sur une plage. Et pour ceux qui l'ont lu, je pense que c'est ce qui s'est passé. So my little story in English, just my first version of the book was horribly
sad. It was really Little House on the Prairie type, you know, like that poor little girl was dying on the street and suddenly a car hurt her. I mean, that was horrible. So I decided to rewrite the whole story and write it, you know, with a you know, in a funny way. I wanted a book that you can read on the beach. I mean, as you can see, the cover is, you know, yellow. I wanted the readers to understand that it's a funny book, an entertaining book, something that you can read at the beach, on the sand, and entertain yourself and have fun. And even though the story is kind of hard, the story of my family was yeah, difficult. So anyway, so bonjour Bernard. That's my uncle that just showed up. Vous le voyez Pascal ou pas? Bonjour. Il a l'air de râler. Voilà. René, une autre. Okay, here we have from Gail Walter. Le monde littéraire français est souvent Paris-centrique. Comment est-ce qu'on a reçu votre livre dans France? Eh bien, personne ne l'a reçu. Comment vous dire? J'ai écrit le livre et je n'avais pas confiance en moi. Je pensais que c'était un livre intimiste, un livre pour la famille. Et quelques amis à moi ont commencé à le lire, et notamment le correcteur. Je me suis fait corriger mon livre par un correcteur professionnel. Et quelqu'un que je paye, vous voyez, quelqu'un que... Et ce monsieur me renvoie la correction en me disant, dites-moi, pour une première écriture, pour un premier livre, bonjour Nani, pour un premier livre, c'est drôlement bien. Alors, je me dis, bon, bah, finalement, peut-être que le livre est plutôt pas mal, quoi. Donc, j'ai quelques connexions, moi, dans le monde littéraire à Paris, en France. Et donc, j'ai envoyé le livre. Je crois qu'ils n'ont jamais ouvert la première de couverture. Je ne sais pas si le monde du livre est égocentrique ou... mais je pense que je ne suis personne. Je ne suis le fils de personne. Je ne connais personne. Je ne fais pas partie... je ne sais pas. Je pense que, voilà, les gens n'ont même pas daigné ouvrir le livre parce que, justement, je ne rentre pas dans les cases. Je n'ai pas de nom connu, etc., etc. Donc, je me suis lancé tout seul dans l'auto-édition et je suis passé sur Amazon. Et en fait, je sais que pour certains, Amazon, c'est le grand méchant loup, etc. Je ne juge pas le point de vue. Je dis simplement que Amazon m'a permis, moi, de publier mon livre et m'a permis d'en vendre 600 copies au jour d'aujourd'hui. Sans Amazon, j'aurais rien pu faire. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup de Picasso qui dit « Une œuvre d'art n'existe que si elle est, enfin, une peinture n'existe que si elle est vue. » Voilà. Eh bien, je pense que, en toute humilité, je ne me compare pas à Picasso, mais je dis simplement qu'un livre n'existe qu'à partir du moment où il est lu. Et s'il était resté dans mon ordinateur, ça aurait été un écrit de plus. Donc, je pense que le fait de le publier sur Amazon a donné la possibilité à des gens de le lire et de comment dirais-je, de l'apprécier et d'avoir... Et je peux vous dire que je suis le premier étonné. J'ai reçu des messages du monde entier. C'est ça qui est extraordinaire avec Amazon, c'est que j'ai reçu des messages d'Afrique du Sud, de Corée, d'Amérique latine, de France évidemment, mais d'Allemagne, d'Espagne, d'Angleterre et puis des États-Unis. Et quand vous voyez l'engouement que crée ce livre, vous vous dites, je ne regrette pas une seconde de l'avoir fait publier sur Amazon. Voilà.
So another question. Moi, je n'ai lu que la moitié, but the language in this book, as I was telling Melissa yesterday, is very creative. It's very demonstrative. It's very colorful. There's a lot of vocabulary in this book that may be colloquial, as you and I discussed before, or there are words that I hadn't seen. So my question would be, what is it maybe in your career as a singer, as an actor, as a writer that the language is extraordinary and the construction is very energetic. And again, as a first novel, you've been told it's an extraordinary first novel, but I would be very interested in how your career in the United States or wherever not so much has an influence on the actual book, but on the way it's written. All right. So first of all, I've been lucky. My two parents would read all the time. So we would have books at home all the time. So I started reading very early. I mean, no, until I was 15. No, at 15, before 15, I wouldn't read because I was lazy as hell. But at 15, I discovered Stephen King. I know, you're going to laugh. Stephen King. And thanks to my my cousin Pascal, who introduced us to horror movies and that kind of stuff. So she's the one who made me watch. What was the name of the movie, Pascal? That is in the book. The one who dies in the shower. Mais si, c'est le film de. J'entends pas. It's the Hitchcock film. Hitchcock, the film Hitchcock. Voilà. Anyway, so yes, so I started reading when I was 15, thanks to Stephen King. So I read all his books the same summer, and after that, I had nothing else to read. So I started reading Balzac, and then Proust, and then Camus, and then Molière, and then Shakespeare, and so I to start reading, you need something like that. So for me, it was Stephen King, and I love him for that. But you have to read something else after Stephen King. You have to read regular books. So I'd say that my vocabulary started being rich thanks to what I was reading. That is the first thing. Then I started an acting career. So you read lots of big names like authors like Molière, or and you start improving your vocabulary again. I've always been surrounded with books and scripts, and so that is an idea. That is one thing. Then in my family, you were talking about vocabulaire fleuri, rich vocabulary. My mother would use lots of expressions, like family expressions. When you read the book, you understand that she was always saying, this and that. She would create some new words. And so I would hear them all the time and use them over and over again, and they are in my mind for the rest of my life. So I had to use them in the book. That is the second thing. Third, in Brittany, we have three languages. We have French, we have Breton, that is actually the language from Bretagne, and you have also the l'argot. It's a mix between French and Breton. I mean, it's a way of speaking. And my parents would use it sometimes. So same thing. You hear it, you keep it in your mind, and one day you're like, okay, you know what? I'm going to use it in the book because it makes it more entertaining, more fleury. I don't know how you say fleury in English, but. Well, it's flowery. Yeah, flowery, and as you can see, I'm almost Italian. I speak with my hands all the time, and the way I speak is the way I write. So it has to be dynamic. It has to be entertaining. It could,
you know, I love Madame Bovary, for instance, Flaubert, but Madame Bovary, it's very slow, you know. She was watching the lake slowly moving because the wind was blah, blah, blah. It's beautiful, but it's not the way I write. So I write the same way I talk. And I think it's entertaining for readers. Well, it's entertaining and it's very, very descriptive. So it's almost onomatopoetic in some cases. That it Thank you so much, like what it is. I'm not. Am I seeing? So Alan is reminding us that the movie that none of us could remember, which is absolutely mortifying, is Psycho. Psycho. There isn't anybody in this group who hasn't seen it 2 or 3 times. I talk about it in the book, actually, and I talk, you know, Pascal. Pascal. I don't know if you see her. It says Famille Ligondet in the. She's moving her hand. She's the one who introduced me to Psycho, and I was petrified for the rest. Thank you so much, Pascal. So do you want to tell us a little bit, we've talked about your literary style, we've talked about your family life, but I think for those of you that haven't seen you in person, we'd love to know about your career in the United States and what you've done in the US. Okay, so let's do it in French this time, maybe for the French speakers. Donc, moi, je suis arrivé aux États-Unis il y a 20 ans. Et j'ai commencé tout de suite à travailler et j'ai été pris dans une comédie musicale qui s'appelle Jacques Brel is Alive and Well and Living in Paris. Et c'était ma première audition et j'étais pétrifié. Pétrifié, mais j'ai fait ce que je savais faire, à savoir chanter. Et j'ai chanté une chanson de Jacques Brel et j'ai aussi chanté My Way de Frank Sinatra. Enfin, chanter. J'ai détruit My Way de Frank Sinatra. En anglais, c'était épouvantable. Mais ils ont aimé. Vous savez, les Américains, ils aiment bien ça. Ils aiment bien les gens qui ont des tripes, qui ont des guts, quoi. Et quand ils ont vu ce petit franchouillard qui parlait à peine anglais débarquer pour une audition, je ne sais pas, il y a eu un déclic et ils ont aimé et j'ai compris comment fonctionnaient les États-Unis. C'est-à-dire que même si on n'a pas vraiment si on n'est pas forcément en mesure de le faire, quand on a l'envie de le faire, quand on a les tripes pour le faire, ils vous repèrent, les Américains, et vous disent, tiens, lui, il est intéressant. Et je pense que ça a été un super déclic pour moi et j'ai commencé donc j'ai fait ce spectacle musical pendant 2 mois en Floride et on a eu plein de récompenses. Meilleure comédie musicale, meilleur spectacle, meilleur ensemble, pour ce qu'on appelle les Carbonell Awards, qui sont l'équivalent des Molières en Floride. Donc ça a été une superbe rampe de lancement. Et comme à Palm Beach, il y a beaucoup de gens fortunés qui organisent des soirées avec des thèmes français, Moulin Rouge, The Mime Marceau, etc., etc. J'ai commencé à chanter dans les maisons pour les privés. Et de fil en aiguille, je me suis fait un petit nom. J'ai commencé à chanter un peu partout. J'ai eu un agent qui m'a fait faire des films en français, en anglais, des publicités. Et puis, j'ai pris un agent en espagnol. Et donc, maintenant, je fais des telenovelas. Je joue, alors vous le croirez ou non, je joue tous les méchants. Tous les méchants, je suis tout le temps casté pour les salopards. Donc, les gens qui tuent, qui étripent, qui mettent des bombes, qui étranglent, qui frappent. Si vous allez un peu sur tanguycolombel.com, vous verrez, il y a des extraits de comment dirais-je, de ce que je fais. Et on me voit en train de tuer. Voilà, c'est toujours pour ça qu'on me casse. Et la dernière série que j'ai faite, c'était il y a 1 an et demi. C'est pareil. En plus, c'était formidable. Mon personnage, il était sourd et muet. Donc, je n'avais pas de texte à apprendre. Et j'avais juste à arriver sur scène et on me disait « Action, be mean ».
Voilà, couper, c'était tout ce que j'avais à faire. Et voilà, et j'ai été payé royalement voilà, en faisant le rôle du méchant dans la série. Voilà. Donc c'est un peu ça ma carrière. Mais bon, la vie d'acteur, vous savez, elle a ses hauts et ses bas. Et je dirais, elle a ses hauts et surtout ses bas. Et quand on est acteur, il faut un travail à côté. Et donc mon travail à moi, c'est de traduire les fameux telenovelas d'espagnol en français ou d'anglais en français. Donc je fais ça, j'étais en train de le faire avant que ce Zoom meeting. Et le lundi, je vais à Miami et je fais du doublage, c'est-à-dire que je donne ma voix française aux séries mexicaines, turques, coréennes, enfin bref, voilà. Et donc c'est un excellent gagne-pain et ça me convient très bien. Et en plus, je vis en Floride où il fait beau, beau tout le temps. La vie est belle, voilà. So Tongi, you apparently have your family all in these little squares. So can we hear from your family? Were they supportive of this book project, La Santusta? Très bien, très bien. On peut commencer par Northflex Backup iPhone. Jean-Hugues, ça te dit ou pas? Tu veux en parler un peu ou pas? Est-ce que tu veux pas dire quelques mots? Ou alors, Pascal, tu veux dire quelques mots à propos du bouquin? Qu'est-ce que tu en as pensé? Si on peut la famille Ligondet, si on peut la... Voilà. Vous m'entendez? Oui. Oui. Alors moi déjà, je peux dire que dès que j'ai vu la 4e de couverture, j'ai eu les larmes aux yeux. Et j'ai adoré. C'est très vivant et ça ressemble tellement à ta famille que c'est boule. Enfin, je trouve que c'est plein d'émotions, d'humour. Et Eric, donc qui ne connaît pas, enfin qui connaît moins bien la famille. Hein. Ça m'a permis de mieux comprendre la famille et j'ai trouvé que le livre était plein de trouvailles, de choses drôles. Je l'ai lu 2 fois. Il l'a lu 2 fois. Non. Et Marine, donc ma fille, l'a lu. Enfin, en fait, je lui ai fait la lecture. On l'a lu ensemble et c'était très chouette. Franchement, je l'ai recommandé d'ailleurs sur Amazon. Hein, et je vais essayer de le faire lire à mes collègues de travail. Et comme on a eu une enfance un peu similaire, ça m'a donné presque envie de faire pareil, mais certainement moins de talent en tout cas. Ah ben moi je ne savais pas que j'aurais réussi à écrire, hein, donc je pense qu'on le découvre en écrivant. Je pense pas qu'on se réveille un matin en disant je suis auteur. Non, je pense qu'il y a un travail à faire, quoi. J'ai passé un excellent moment en tout cas, merci. Bah merci Eric, ça me fait plaisir, ça fait très très plaisir. On peut peut-être donner comment Béatrice, tu veux dire un mot peut-être sur le livre ou pas? Tu m'entends? Elle s'appelle Galaxy Tab A, voilà. Oui, c'est moi. Ça y est, coucou. Ah oui, ben moi j'ai adoré ton livre, hein. De toute façon, je te l'ai souvent expliqué, enfin plusieurs fois expliqué. Et moi, ce que j'ai super adoré, c'est que je l'ai lu avec toi. C'est vrai qu'on était en contact tous les jours et tu me donnais ta version et moi je te donnais ma version. Et franchement, ouais, on a eu la même enfance aussi, quoi. Même famille, même cadre, pas le sou, la religion en priorité et tout ça. Donc, moi, mon frère handicapé en même temps. Donc, nos 2 jeunesses se regroupent, quoi. Et c'est vrai que ça m'a fait un bien fou. Moi, je ne vais pas tout dévoiler, mais moi, ça m'a fait un renouveau, quoi. Hein, voilà. Et merci, Béatrice. Ah, c'est gentil, merci. J'ai aussi ma tante, Rosemary. Tu m'entends ou pas, Rosemary? Est-ce que tu veux intervenir un peu? Est-ce que tu veux dire ce que tu as pensé du livre? Alors, il faut attendre qu'on te débloque. Est-ce qu'on peut débloquer Rosemary? Voilà. Ça y est, on t'entend, Nani, maintenant. Ah, coucou Tanguy, je suis heureuse de te retrouver là. Moi aussi, très bien. Est-ce que tu veux échanger un petit peu parler comme ça.
Ben, ton livre, il m'a enchantée. Enchantée, puis rappelé plein de bonnes choses, tout ce qui s'est passé entre toute la famille. Ça nous a fait du bien de nous remémorer tout ça. Et puis on a envie de se replonger dedans. De le relire, de le relire. Oui, de le relire. Il y a des passages qui m'ont ému plus particulièrement quand il s'agit d'Emmanuel. Ouais. Pardon. Non, mais bien sûr, bien sûr. Je comprends. Ce que Rosemary veut vous dire, c'est que, et ce que disait tout à l'heure Béatrice, dans le livre, je parle de ma sœur handicapée, Emmanuel, elle avait un handicap physique et mental, et si vous voulez, ça a été très compliqué pour mes parents, et très compliqué, nous, enfants, de grandir avec un enfant handicapé. C'est excessivement difficile. Et dans le livre, il y a tout un chapitre sur ma sœur Emmanuel qui visiblement touche beaucoup de gens. C'est un peu une ode à ma sœur et au fait que j'aurais vraiment aimé pouvoir avoir une vraie conversation avec elle parce que j'en ai jamais eu. Et il y avait beaucoup d'agressivité et d'incompréhension entre elle et nous parce qu'il y avait une impossibilité de communiquer. Mais le chapitre s'appelle « Comment ne pas t'aimer ». Oui, beaucoup d'amour. Voilà. Pour toute la famille. Pour toute la famille, c'est vrai, Nani, c'est vrai. Enfin voilà, ça y est, je ne suis pas le... Et Jean-Hugues, tu veux dire quelque chose, toi, ou pas? Il y a Northlake Backups iPhone. Vous m'entendez? Ouais, je t'entends. Oui, bah écoute, moi qui connais Tanguy dans la vie de tous les jours, ça a été très intéressant de voir, parce que j'avais entendu un peu les anecdotes par-ci, par-là, mais de les voir sur écrit et expliquer dans un livre, ça m'a permis aussi de comprendre qui tu étais vraiment, quoi, Tanguy, et de comprendre ta famille encore plus, et de voir ce rythme dans le livre qui va un petit peu dans tous les sens, quelque part, m'a vraiment, vraiment impressionné. Je pensais que tu pourrais écrire, mais que ça soit fait d'une si belle manière et si bien fait, j'étais vraiment très étonné et agréablement surpris. Et effectivement, le chapitre sur Emmanuel, moi, si je dis, il y a plein de passages où on peut recommander ce livre, mais le chapitre sur Emmanuel, c'est absolument bouleversant et plein d'espoir en même temps, parce que ça montre qu'une famille qui traverse des choses tristes ou joyeuses, et la partie triste avec Emmanuel, ça prouve qu'on peut quand même s'en sortir avec de l'amour et de la gaieté, quoi. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça qui traversent l'esprit, donc voilà, superbe. Recommandé à tout le monde. Alors, je tiens à rassurer tout le monde, je n'ai payé aucune de ces personnes, d'accord? I didn't pay anyone, okay? So, to say good things about the book. All right. So there's a really good question, Tanguy. We have probably time for one more question. And it's a universal question, but it's asked specifically about Japan. And it's from Karine. Having lived in Japan and finding that my sense of humor often differed from theirs, what was your experience in Japan? But I think you can also apply it. There's a very different level of humor in between cultures, be it Japanese and French and American and French. Have you had any reaction, a different reaction to your humor? But through the book or through the book? Through the book. So your sense of humor, I think she's referring to the book specifically. To the book. Let's say that I don't have, reactions about the humor regarding the book. Usually, when I get some messages from another country, they talk about the story overall. They don't talk about specific things. But usually it's French people reading that book, in another country, and usually they might.
I don't have, you know, specific things to say about it, but let's say that maybe my humor is universal. I mean, you know, I'm talking humbly, you know, I'm not talking, you know, I'm not a genius of humor, but I'm just saying that, I don't know, those people, they're French. Usually they have the same sense of humor because they were born in the same time period, you know, in the 80s or the 90s, and we share the same comedians, the same, you know, movies, the same references. So I guess they're not surprised. They just, you know, they get it. But, you know, if we're not talking about the book, if we talk about my personality and my sense of humor, when I talk to people, usually in the US at least, there is 1 or 2 seconds like, who the hell is he? You know, well, you know, he's kind of strange, he's different. And after a few seconds, they're like, huh, he's French, it's normal, you know, so. Usually I fit immediately. People don't have a problem with me, with my sense of humor. I may be, you know, direct. I don't like, you know, slow humor. I like direct humor. So when I make a joke, I make it. People don't like it. People like it. Good. You know what I mean? It's, and usually the people that I'm surrounded with in the US, they know me by now, of course, and they know that I'm capable of doing, you know, crude stuff sometimes, and they like it. They like it. I'm never vulgar. I don't like vulgarity, but I'm usually very borderline. Edgy. So I think we have time for one more question. So there's somebody here who's had to go in and out of the conversation and would like to know what town in Brittany you grew up in. What town? Yes. Okay, the town is Loudéac. Loudéac is a very small town in the middle of Brittany. It was very agricultural, very, you know, industrial. It's not the best place to be, but once again, that's what we talked about at the very beginning of this, you know, meeting. Things have changed a lot. And this city is becoming more and more, you know, welcoming, more, I don't know, there's something about Loudéac that is changing, and I'm very happy to defend that city. That being said, in the book, I hurt that city a lot. You know, I'm saying, you know, it's an ugly city. It was horrible to live in when I was a kid and everything. So when I came back to Loudéac to sell my book a few weeks ago, I had a meeting with lots of people, physical meeting with a lot of people in a library. And a woman from the comment tu dis, how do you say la mairie, René? The town hall? The town hall, a person from the town hall, home, came to that meeting and had a speech before I started doing my stuff. And she was like, I know that you didn't like the city as a kid, but let me tell you that the city is changing a lot and, you know, welcomes everybody. And it's a great town to live in. I mean, she was defending the town because in the book I was, you know, telling bad stuff about it. So that was kind of funny. But the town at the time was sad, and, you know, and it was all about poetry, about singing, about acting, and everybody was into soccer and beer, and more soccer and more beer. And I was kind of lost in that city. And when I was 18 and one day I left it because I wanted to, I know my life was elsewhere and was not in that city. But once again, it's the town where I grew up, and you cannot hate your hometown. It's impossible. I'd say it's a hate-love relationship. And after, you know, those few meetings that I had in that town, let me tell you, people are super welcoming. They're adorable. And even though that's not the greatest city in the world, it's a good city to raise kids and to be, you know, to have a family and
unemployment is super low. And see, I'm defending my town now. So. But at the time, Well, Tanguy, I think we're out of time. I hope that everyone looks in the chat where Melissa has put where the book can be purchased. And would you keep us updated on whether or not you do an Audible version of the book? I think that could be amazing with your voice. It's on my to-do list, yes. As well as, and let us know if there's a translation in English, because the subject of family is universal. And obviously everyone has loved this book. I can't wait to finish it today. And we want to thank you so much for giving us an hour of your time. I think we've all had a good time. I thank you. Thank Renee. you. This is being recorded. Melissa. So if anybody missed it, you can look at it in the next couple of days on our YouTube channel. And just one thing, when I reach 1,000 copies, I'll start making the translation in English. So go online and buy the book. Okay. Thank you very much to everybody for joining us. Bye, everybody. Thank you so very much for being here today. Thank you, Melissa. Thank you, Renee. Ciao.